Comment le journalisme peut-il aider à demander des comptes au gouvernement? C'est l'objet de ce webinaire qu'organise le Forum Pamela Award d'Hygiène sur le reportage des crises. Bonjour et bienvenue. Je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum du Réseau international des journalistes. C'est un réseau du Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington, aux États-Unis. J'ai le privilège d'accueillir pour ce webinaire Ariane Lavrileux. Elle est reporter et journaliste d'investigation indépendante, installée à Marseille après avoir été correspondante pour des médias francophones au Caire et reporter au Moyen-Orient. Bonjour, Madame Lavrileux, et merci d'accepter notre invitation pour participer à ce webinaire. C'est un honneur pour nous de vous compter parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Notre second panéliste ou notre second invité, c'est Monsieur Noël Conan. Il est directeur de publication du site d'investigation Leto. Il est basé en Côte d'Ivoire où il expose les faits de corruption et son travail lui a valu une plainte et aussi une garde à vue. On va en parler durant ce webinaire. Bonjour Noël et merci à vous aussi d'accepter notre invitation. Bonjour, c'est un honneur pour moi de prendre part à ce panel. Informer n'est pas un délit ni un crime, mais ce à quoi on insiste aujourd'hui, c'est que le gouvernement tente de réduire les journalistes au silence, de les empêcher d'exercer leur mission, leur rôle, d'avoir le rêve de tous les gouvernants, c'est aujourd'hui d'avoir les journalistes à leur botte, des journalistes qui se résument à relayer le communiqué de presse, pas les journalistes qui fouillent, qui enquêtent sur les dérives et les crimes d'État. Mais vous, Madame Lavilleux, vous avez choisi le journalisme d'enquête et c'est une forme de journalisme aujourd'hui qui est la cible des gouvernants. Euh, Pourquoi ce choix? Euh, je pense qu'il y a deux missions pour les journalistes, d'aider à comprendre le monde dans lequel on vit, d'essayer de démêler la communication, qu'elle soit des entreprises, des gouvernants, de la réalité. Donc c'est déjà un métier, enfin c'est déjà une mission difficile. Et puis il y a une seconde mission qui est de révéler des informations que tout un tas de pouvoirs, qu'ils soient politiques, économiques, religieux, ont envie, ont intérêt à cacher du public pour maintenir leur pouvoir sur le reste de la population. Et donc moi, c'est vrai que avec Disclose, donc il y a un média d'investigation qui a été créé en 2018, j'ai commencé à faire quelques enquêtes et puis là, je travaille quasiment à temps plein avec ce média-là, où je fais quasiment effectivement exclusivement de l'enquête. Donc je me concentre quasi exclusivement à cette deuxième mission qui est complémentaire avec la première, mais à la base, moi, je suis reporter. Je suis reporter radio. J'ai commencé à la radio. Je faisais des reportages sur tout. Une loi qui venait d'être votée, l'augmentation des loyers. Enfin, voilà. Et j'allais couvrir des émeutes en Suède ou la fin de l'embargo en Iran. Enfin, la fin des sanctions en Iran. Donc, voilà, donc le terrain aussi nourrit enfin, le fait d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens qui sont exposés à des injustices, qui n'arrivent pas à faire entendre leur voix, bah, je trouve, mène assez naturellement à l'envie d'aller plus loin et de ne pas juste essayer de démêler le vrai du faux et de raconter ce qui se passe, mais aussi de vouloir tenir les responsables politiques responsables, donc hold politician accountable, donc ce qu'on essaye de traduire en français là comme ça, de rendre responsables les dirigeants. Et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est imbriqué. Et donc moi, la bascule, je dirais, s'est faite en Égypte, où je couvrais la dictature militaire égyptienne d'Abdel Fattah el-Sisi, qui est une des pires dictatures qu'a connue le pays. La répression est la plus rude. Donc je faisais des enquêtes, voilà, sur la torture des enfants, par exemple, pour Mediapart. Et en même temps, la France renforçait son partenariat
avec l'Égypte, notamment son partenariat militaire de vente d'armes. Et donc, moi, j'avais une double responsabilité en tant que journaliste française, c'était d'enquêter aussi, de raconter aussi pourquoi la France soutenait à ce point un régime militaire dont je racontais au quotidien les dangers. Et donc voilà, c'est comme ça que du coup j'ai voulu en savoir plus aussi sur ce qui se passait enfin, du côté du partenariat français. Et là, forcément, ça suffit pas. Enfin, ça fait partie d'aller sur le terrain, mais il faut aller plus loin que ce qu'on peut récolter voilà, du simple reportage. Nous avons suivi de loin, Madame Lavrilleux, cette actualité-là. 9 agents des renseignements français armés de moyens de surveillance qui ont perquisitionné votre domicile avec des valises informatiques capables de copier en quelques minutes des tonnes de gigadonnées. Ça fait déjà 8 mois. Comment vous vous sentez, Madame Lavrilleux, après c'est ce que je qualifierais d'attentat contre la liberté d'informer? Oui, oui, bah c'est une claire, ça, vous pouvez le dire, c'est une attaque claire, nette et précise contre la liberté d'informer, donc contre la possibilité des journalistes et des citoyens de s'informer sur ce que font les dirigeants et les dirigeantes en notre nom. C'est une attaque aussi, oui, contre tous les gens qui veulent saisir des médias. En fait, c'est une attaque un peu terroriste, effectivement, dans le sens où on veut faire peur aux citoyens, les empêcher d'appeler un média, d'appeler des journalistes pour leur transmettre des informations d'intérêt public, mais confidentielles. Et donc, ouais, comment je me sens? Bah, ça va. Ça va parce que justement, il y a eu de nombreux journalistes, de nombreuses organisations de défense des droits humains, de la liberté de la presse qui se sont mobilisées en France, mais aussi beaucoup à l'étranger, aux États-Unis où vous êtes, mais aussi en Afrique, en Égypte. Et mon histoire a permis aussi à tout un tas de journalistes d'organisations de réaliser que la liberté de la presse était menacée aussi en France, dans des conditions différentes que dans des dictatures, puisque nous, on a la possibilité de faire des recours. J'ai pas été détenue pendant des mois, mais seulement, entre guillemets, pendant 39 heures. Euh, mais néanmoins, ça a permis oui, de révéler enfin, ce qui se passe en France et peut-être d'être un peu moins naïf, un peu moins aveugle à la situation en France, qui est particulièrement inquiétante, pas seulement depuis ma garde à vue, mais depuis plusieurs années. Vous avez vécu une situation pas tout à fait similaire, mais aussi une garde à vue pour votre travail, Monsieur Conan, en Côte d'Ivoire. Et j'ai envie de vous demander, avant qu'on entre dans le vif même de ce webinaire, comment se porte le journalisme d'enquête en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Monsieur Conan? Le journaliste d'enquête essaye de faire son petit bonhomme de chemin avec quelques entraves, l'accès à l'information qui est assez compliqué dans notre pays puisque nos concitoyens n'ont pas cette habitude-là. Il n'y a pas de loi qui protège les lanceurs d'alerte. Et du coup, le journaliste qui veut s'essayer au journalisme d'enquête, il est obligé de redoubler d'ardeur, de vigilance, mais aussi de faire preuve d'imagination pour évoluer dans ce milieu, dans nos États dont la démocratie n'est pas encore tout à fait développée. Alors, Madame Lavenue, je commence encore par vous. Dites-nous comment les journalistes peuvent-ils enquêter sur les faits des gouvernements, comment tenir responsable les gouvernements. Euh, il y a, on pense toujours que le journalisme dans l'investigation, c'est le Watergate, c'est d'aller chercher des choses qui sont dissimulées. C'est un travail quotidien, en fait, d'aller, par exemple, faire des demandes d'accès à l'information, ce qu'on appelle aux États-Unis FOI, des Freedom of Information Request. C'est demander
à des administrations, par exemple, de révéler les notes de frais. Là, je prends cet exemple tout récent, un média français a demandé au président d'une région, d'une grande région en Rhône-Alpes, de révéler ses notes de frais. Le président de cette région s'y opposait. Le journaliste a saisi ce qu'on appelle la commission d'accès aux documents administratifs, puis a saisi le tribunal administratif pour obliger le président à révéler ses notes de frais. Et donc pour savoir en fait comment était utilisé l'argent public, l'argent du contribuable dans ce territoire. Donc ça peut être une première manière, voilà, de demander, de faire déjà de comprendre comment fonctionne l'administration et de savoir où demander, où avoir accès à l'information publique. Il y a en fait tout un tas de données qui sont accessibles mais cachées, ou enfin accessibles mais tellement voilà empilées dans des méandres de l'administration qu'il faut déployer beaucoup de ressources, de temps et d'énergie et donc du temps d'enquête pour trouver cette information et ensuite la rationaliser, l'expliquer, l'analyser au public et leur dire bah, voilà tant d'argent a été dépensé de manière illégale. Voilà, donc ça demande, en fait, ça demande parfois plus, surtout de la rigueur, de la méthode, parfois plus que, voilà, c'est de la chance qu'une source vous contacte et vous donne des documents. Disclose, c'est un média un peu particulier, c'est un média comme Mediapart. Et donc, un média qui s'est fait voilà, comment dire, qui a fait sa notoriété sur des révélations, notamment de scandales d'État, de vente d'armes à des dictatures. Et donc, du coup, bah, des sources contactent d'elles-mêmes ce média-là. On a mis en place une procédure pour joindre de manière confidentielle le média, c'est-à-dire que même si vous voulez transmettre des informations confidentielles, nous, on ne pourra pas savoir qui vous êtes. C'est un système qui permet de cacher l'identité même à nous qui recevrons l'information. Donc, si vous voulez transmettre des documents, donc ça peut être une manière aussi, si vous voulez révéler des choses, eh ben, il faut mettre en place des procédures pour que les sources qui ont envie de vous transmettre des documents bah, le fassent sans se mettre en danger au cas où les communications sont interceptées. Voilà, donc ce serait ma deuxième réponse un peu technique. Après, la troisième réponse, un peu plus pratique, quand on est peut-être un jeune journaliste, une jeune journaliste qui démarre, qui est pas forcément dans un média installé, en fait, c'est faire du reportage. Du reportage, du reportage, du reportage. C'est en passant du temps avec les gens que vous allez découvrir des histoires, que vous allez découvrir des scandales, des injustices, et que vous allez tirer un fil que personne d'autre n'a tiré parce qu'il n'a pas pris le temps d'écouter les témoins. Et donc, c'est souvent, beaucoup d'enquêtes démarrent aussi d'un reportage. Vous faites vos reportages et puis vous dites, ah, il m'a parlé d'un chiffre, il m'a parlé là, dans ce camp de réfugiés, il y a, je sais pas, un problème sanitaire ou des gens qui se plaignent de quelque chose. Et donc voilà, vous allez récolter des témoignages où il y a une histoire de violence sexuelle que telle personne me rapporte et vous allez voilà, récolter des témoignages petit à petit comme ça. Mais voilà, le conseil que je donnerais effectivement, c'est de pas penser que on fait de l'enquête juste sur son clavier, quoi. J'imagine, Monsieur Conan, que qu'en Côte d'Ivoire, accéder à l'information, avoir des membres du gouvernement qui répondent facilement à vos sujets lorsque vous enquêtez sur une affaire sensible est donc un parcours de combattant, ce n'est pas facile. Mais comment se prendre en tant que journaliste pour enquêter sur les actions du gouvernement en Côte d'Ivoire? Nous ne vous entendons pas. Votre micro est coupé, je crois. Mon micro était Voilà, c'est coupé, parti. désolé. D'accord, ok. Alors, pour répondre à cette question, je dirais que le journalisme lui-même, il doit être un modèle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que pour pouvoir faire ce travail,
Le journaliste a besoin d'être indépendant vis-à-vis des pouvoirs politiques, pouvoirs idéologiques, économiques, et y compris l'entreprise de presse dans laquelle il exerce. Il ne doit pas, comme on dit très souvent, recevoir des directives venant de la part de ses responsables. Il a aussi besoin de se montrer crédible. Donc, pour ce faire, il doit incarner un certain nombre de valeurs. Il doit être professionnel, respecter les règles d'éthique et de déontologie. Mais aussi, il doit prendre conscience de son rôle en tant que contre-pouvoir et éveilleur de conscience. Parce que ce qu'on fait, on ne le fait pas dans notre intérêt, mais on le fait dans l'intérêt général. Alors, quand tu travailles dans ce sens-là et que tu découvres des choses sur des gouvernants, ou je vais dire ceux qui nous dirigent, et que tu as suivi les règles d'éthique et de déontologie, tu t'es montré professionnel, je pense qu'il n'y a pas de raison que ces autorités-là refusent de répondre à ta requête ou refusent de te parler lorsque effectivement tu as des informations sensibles, des informations assez fournies, assez crédibles sur leurs actes de gestion ou sur tel acte posé ou sur telle décision politique prise par un dirigeant quelconque. Donc, moi, voilà un peu comment est-ce que le journaliste doit procéder pour amener les gouvernants à rendre compte, même si c'est très souvent les rapports entre le politique et le journaliste sont des rapports un peu conflictuels, mais c'est de toujours rester professionnel dans notre démarche. Et lorsqu'on le fait, je pense que ces derniers-là n'ont pas d'autre choix que de réagir et de rendre compte de soit l'acte posé ou une décision politique prise parce qu'en réalité, ils ne gouvernent pas pour eux-mêmes, mais ils gouvernent pour le peuple. Ils doivent être au service de la communauté et non pas de celui qui les a nommés ou d'un chef d'État qui est hyper puissant. Voilà un peu ma vision. Peut-être, je Non, voudrais juste je voudrais juste rajouter une petite technique, j'y pense en entendant Noël. C'est parfois difficile quand on est un petit média, un petit journaliste, une petite journaliste d'investigation, d'obtenir des réponses, tout simplement. Parce qu'il y a une phase très importante quand on révèle quelque chose, c'est le contradictoire. Donc, c'est envoyer nos questions aux ministres, au gouvernement, au PDG que l'on accuse d'avoir trop pollué, par exemple, pour leur permettre de donner leur version des faits et de s'expliquer. Mais très souvent, ces gens ne répondent pas. Parce que nous répondre, ça serait une manière de donner de l'impact, d'amplifier voilà, l'impact de notre information. Donc la meilleure manière d'étouffer le scoop, entre guillemets, c'est de ne pas nous répondre. Donc pour essayer de contourner ça et donc les forcer à répondre, on peut s'allier avec d'autres médias. Nous, par exemple, à Disclose, ce qu'on fait, c'est qu'on met au courant des journalistes quelques heures ou quelques jours avant la sortie de notre information, sous embargo, on leur envoie nos révélations, un résumé de nos révélations pour les prévenir que on va sortir ça. Et donc, si ils ont un invité politique, il y a une conférence de presse qui se passe, on les encourage à poser la question derrière au ministre en question pour que en fait, même si le ministre en question ne nous a pas répondu, ils répondent à la presse. C'est ce qui s'est passé dans une conférence de presse, par exemple, sur les ventes d'armes de la France vers Israël. Le ministre avait refusé de nous répondre et en conférence de presse, un autre journaliste a posé la question et le ministre a été contraint de répondre publiquement et du coup, ça rissole dans tous les médias qui vont peut-être être obligés de faire une dépêche et donc votre information aura plus d'impact. Donc il faut aussi réfléchir si vous voulez tenir les responsables de leurs actions, il faut réfléchir à comment faire en sorte que votre article ait de l'impact, pas après qu'il soit publié, mais avant. Ça doit faire partie de la stratégie. Nous avons une question pour vous, Madame Lavouleux. La question vient de Mapo Gaï qui vous suit actuellement et qui demande, il voudrait savoir, est-ce que vous avez une fois rencontré la peur durant vos enquêtes? La peur dans
Dans des enquêtes, non, c'était plutôt, moi, c'était plutôt des moments de peur sur des reportages dans des terrains un peu compliqués, ou en Égypte, à un moment donné où on était pris à partie par la population, par des habitants qui voulaient pas qu'on enquête qu'on enquête et qu'on aille voir des témoins, des personnes qui dénonçaient l'excision dans une petite ville en Égypte, l'État égyptien. Et donc, c'était plus, voilà, il fallait s'échapper assez rapidement parce que la population devenait très agressive. C'était un des rares moments où, effectivement, la peur s'est insinuée. Après, quand on a peur, vraiment, je dirais que c'est déjà un peu trop tard. La peur doit être un signal qu'on doit prendre en compte pour bien sécuriser les sources, par exemple. Et donc, je dirais plutôt qu'on doit prendre en compte la peur des gens qu'on interviewe ou qu'on rencontre sur le terrain, et bien leur expliquer notre démarche, comment leur identité sera protégée. Donc moi, quand j'ai enquêté sur la coopération française, donc la France qui a aidé l'Égypte à tuer des civils égyptiens en leur fournissant du renseignement, un avion de renseignement depuis 2016, j'ai rencontré des victimes, des proches des victimes qui avaient été tuées par des bombardements de l'armée égyptienne. Et là, ma crainte, effectivement, c'était que ces gens soient identifiés, qu'on sache que j'ai parlé à ces gens-là, parce que les Égyptiens sont enfermés dans le pays. Ils peuvent pas sortir, très peu peuvent sortir. Et le risque... Enfin, le risque pour eux, c'est pas une garde à vue, c'est des années de prison, voire pire. L'angoisse, voilà, qui était très présente, c'était de faire attention à ces personnes-là, et puis aussi à ses proches. Enfin, quand vous le savez, Noël, je pense, pourra le dire plus précisément que moi, mais moi, j'ai vécu que 5 ans en dictature, mais c'est vrai que bah, quand on vit dans un terrain où les autorités peuvent à tout moment vous arrêter, mais aussi arrêter vos proches, c'est ça qui fait le plus peur, je pense. Donc il y a pas de, c'est pas une peur sur des moments précis, c'est une peur un petit peu continue. Qui fait que vous avez toujours à l'esprit que vous pouvez être potentiellement suivi, écouté, qu'il faut faire attention, ce que vous faites peut avoir une implication pour vos amis. Noël, vous avez certainement, Monsieur Kouna, lu la question de Gaël qui vous demande, vous dites qu'il est difficile de mener une enquête en Côte d'Ivoire. Il voudrait savoir, dans ce cas de figure, que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que votre enquête sera concrète? Oui, et bon, comme je l'ai dit, mener une enquête, c'est toute une stratégie qu'on met en place pour pouvoir y arriver. Et très souvent, comme on le dit, ces enquêtes-là se font sur une longue période. Alors, il y a des obstacles qu'on va rencontrer très souvent dans la conduite ou dans la façon de mener ces enquêtes-là. Mais le journaliste ne doit jamais abandonner. Il y a toujours des techniques pour pouvoir contourner ces obstacles-là. Et comme Ariane l'a dit, il est important de travailler en réseau quand on fait le journalisme d'enquête. Parce que travailler seul ou en vase close, c'est souvent s'exposer. Alors que quand tu appartiens à un réseau, que tu as des difficultés, tu peux toujours recourir en plus des sources, tu peux recourir à des confrères qui vont te donner un coup de main précieux. Ariane l'avait dit tout à l'heure, par exemple, quand les autorités refusent de réagir, on peut passer par des confrères, par des organisations qui vont adresser le courrier en lieu et place du journaliste enquêteur. Donc, c'est un moyen de pression aussi que le journaliste a, malgré ces obstacles-là, de pouvoir contourner cela. Et puis, quand il tient un fil rouge, c'est de ne jamais lâcher ce fil rouge, d'aller jusqu'au bout et parvenir à découvrir enfin, découvrir la vérité et puis la raconter et la porter surtout à la connaissance de l'opinion publique. Donc, voici un peu les obstacles. On les rencontre, certes, mais ils ne sont pas
une fatalité ou ils ne sont pas forcément un frein dans la conduite d'une enquête. Voilà ce que je peux dire. Et tout à l'heure, Ariane avait dit quelque chose aussi d'intéressant en ce qui concerne la peur. Effectivement, enquêter, je vais dire, ça dépend des sujets sur lesquels on travaille généralement. Alors, quand on travaille sur des histoires de trafic de drogue, de corruption ou des enquêtes qui touchent directement des hommes en âme, ces genres d'enquêtes, effectivement, comme on dit, nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes pas des gendarmes. Si on ne le fait pas avec la manière, c'est sûr que on peut nous-mêmes perdre la vie. Donc, il faut aller vraiment prudent lorsqu'on travaille sur ces questions d'une sensibilité extrême. Donc, la peur, elle est au quotidien, mais c'est à nous de savoir la gérer et aussi éviter tous les pièges que le pouvoir nous tend ou la personne mise en cause pourrait nous tendre. Voilà un peu ce que je peux dire. Madame Lavireux, peu de journalistes aujourd'hui acceptent d'aventurer sur des affaires sensibles. Comment pratiquer un journalisme qui pousse les gouvernants à la transparence? Aujourd'hui, le talent ne suffit pas, le talent d'écriture ne suffit pas. Il faut avoir le courage, il faut être un journaliste intrépide. Dites-nous, quelles sont les qualités qui définissent, selon vous, le journaliste qui veut vraiment demander des comptes à son gouvernement? Je pense pas qu'il y ait moins de journalistes qui veulent justement faire du journalisme d'investigation. Je dirais plutôt que c'est l'inverse, qu'il y en a de plus en plus. Parce que quand j'ai commencé, moi, le métier, il y a une dizaine d'années, l'investigation, en tout cas en France, c'est peut-être différent aux États-Unis, je pense que c'est différent dans les pays anglophones, mais en tout cas dans les pays francophones et au moins la France, c'était pas du tout bien vu. L'investigation était vue comme une manière de décrédibiliser la politique, qui était déjà, voilà, qui était déjà critiquée. C'était une manière d'attaquer la démocratie, alors qu'au contraire, nous, on pense que le journaliste d'investigation, son but, c'est d'améliorer, c'est de rendre vivant la démocratie. Mais à l'époque, il y a 10 ans, il y avait quelques figures du journalisme d'investigation, mais peu. Mediapart était naissant et était vu vraiment comme un canard qui, en tout cas moi dans les rédactions mainstream où j'ai pu travailler, comme un fanzine qui vraiment allait beaucoup trop loin ou cherchait des poux aux politiques qui étaient bien gentils de se décarcasser pour les citoyens. Donc, donc aujourd'hui, ça a beaucoup changé, je le vois chez les jeunes journalistes, il y a des collectifs de journalistes d'investigation qui se montent, il y a de plus en plus de propositions d'enquête. Donc voilà, je ne serais pas du tout négative là-dessus, au contraire. Je pense qu'il y a un renouvellement du journalisme. Et ensuite, votre question, comment faire, c'était ça, comment faire quand on veut se lancer là-dedans, ou quelle est la qualité? Alors la qualité, je dirais pas que c'est l'intrépidité, je dirais que c'est la rigueur. C'est l'extrême rigueur de votre travail. Vous pouvez avoir les meilleures sources, vous pouvez avoir les meilleurs documents, vous pouvez être connecté au plus haut sommet de l'État. Si vous n'avez pas de rigueur, votre information, vous ne saurez pas l'expliquer, vous ne saurez pas l'analyser, vous ne saurez pas faire une démonstration et ça fera plouf, pour le dire de manière un peu rapide. Donc en fait, le journalisme d'investigation, c'est d'abord une méthode très précise. C'est un peu une méthode mathématique. Si vous aimez les maths, si vous avez fait un peu de maths, ça va vous aider parce que il faut comprendre l'enquête comme une démonstration à partir d'hypothèses, d'éléments que vous avez collectés, des sources, que ce soit en source ouverte ou fermée, cachée. Et ensuite, vous allez révéler une information et donc toute votre qualité va être dans certes, votre acharnement, votre patience, mais surtout votre rigueur. Donc, le courage, pour moi, l'intrépidité, c'est assez secondaire. Ce qui est vraiment important, encore une fois, c'est d'être carré. Monsieur Conan, alors cette question, elle est à vous. Quels sont les outils qui aident les journalistes dans leur enquête sur les gouvernements? Est-ce que vous aurez des outils à partager avec les journalistes qui nous suivent?
Bon, outil, c'est un peu trop dit. Et je dirais que Ariane vient de dire un mot très important tout à l'heure, c'est la rigueur d'abord. Et un journaliste qui veut travailler sur ces questions doit s'imposer une certaine rigueur. Et j'ai parlé aussi de la crédibilité qui certainement rentre dans la rigueur. Le journaliste doit être crédible. Quand on dit crédible, c'est-à-dire que toutes les informations que tu publies, tu dois t'assurer que ces informations sont vérifiables, elles sont précises et elles ne donnent pas lieu à contestation. C'est vrai que très souvent, il y a des personnes mises en cause qui vont lire à travers les lignes pour trouver la moindre faille pour te coller un procès en diffamation, ainsi de suite. Mais si le journaliste fait l'effort de respecter les règles du métier, de respecter ce qu'on appelle l'équilibre de l'information, mener des démarches pour que la partie mise en cause puisse réagir et autres, il est difficile de tenir le journaliste responsable ou dire qu'il n'a pas été professionnel. Et en plus de cette rigueur-là, il faut aussi avoir une certaine culture générale. Et voilà, elle a parlé de mathématiques, avoir fait un peu de mathématiques. Voilà un peu comment fonctionne l'investigation. Euh, on part peut-être d'un point A pour pouvoir arriver à un point B. Mais il y a des obstacles qui vont se dresser sur ton parcours. C'est à toi de pouvoir franchir ces obstacles-là. Donc, ça demande une certaine culture générale. Par exemple, si vous êtes en train de travailler sur un sujet qui porte sur un fait de corruption, il faut savoir ce que c'est que la corruption et comprendre aussi ce qu'on appelle les infractions assimilées et autres, pour ne pas faire d'amalgame et sur les flux financiers illicites et autres. Vraiment, le journaliste a besoin de se documenter sur le sujet sur lequel il travaille pour ne pas lui-même être une source de désinformation. En plus Mhm. de cela, il y a aussi beaucoup de techniques, les sources, par exemple, la protection des sources qui doit être un principe sacro-saint chez tout bon journaliste, ne pas exposer ses sources, savoir où chercher les informations, ça demande une certaine connaissance aujourd'hui dans le domaine digital. Il y a ce qu'on appelle les sources ouvertes. Ça, sous ces sources ouvertes-là, c'est à travers la toile qu'on peut les avoir. Les sources fermées, ça dépend aussi de ta capacité à te faire des contacts au sein des administrations, au sein des différents secteurs d'activité ou dans ton pays, je vais dire comme ça. Et quand tu as toutes ces qualités ou tu fais l'effort d'avoir toutes ces qualités, je pense que il n'y a pas de raison que tu travailles sur un sujet et que tu ne puisses pas le conduire jusqu'au bout. Voilà ce que je propose, je pourrais donner comme conseil. Et peut-être juste un conseil de lecture, si vous voulez vous lancer dans le journalisme d'investigation. Il y a un manuel en accès libre sur Internet qui s'appelle Manuel du journalisme d'investigation de Mark Lee Hunter qui a été fait avec l'UNESCO et qui est vraiment un peu la Bible, voilà, le b.a.-ba de comment on commence une enquête, et comment on organise toutes ces données qu'on va avoir, comment on traite avec des sources. Et ensuite, comment on écrit une histoire la plus courte possible et la plus intelligiblement possible, voilà, pour qu'elle ait un effet derrière. Donc, le manuel d'investigation de Mark Lee Hunter. Peut-être je peux le mettre dans le chat. Je sais pas si ça marche. Et si vous me permettez, je voulais ajouter quelque chose de très important. Ariane l'avait déjà souligné. Il ne suffit pas de faire, on va dire, faire une bonne enquête et puis la publier. Pour que l'enquête puisse avoir un impact, ça demande un travail très important avant et après la publication. Donc, il faut, comme on dit, essayer de faire un maximum de communication autour de ce travail-là pour ne pas qu'il passe inaperçu. Parce que très souvent, il y a des enquêtes qui ont été menées, de très bonnes enquêtes, qui n'ont pas pu avoir d'impact. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été, il n'y a pas eu une bonne communication autour de ce travail-là. Donc ça aussi, c'est vraiment important, la communication qui se fait avant et après la publication. Et peut-être aussi travailler en complémentarité. De plus en plus, on parle de travailler en complémentarité ou en synergie avec les ONG.
les ONG assez crédibles, surtout, qui n'ont pas d'affiliation avec les partis politiques ou les pouvoirs politiques. Et voilà un peu ce que je voulais ajouter. Une question qui vient de Kennedy. Qu'est-ce qu'on fait quand toutes les sources mises en cause dans une enquête refusent obstinément de répondre? Enfin, quelles sources refusent obstinément de répondre les gouvernements ou Peut-être le gouvernement ou les personnes qui sont mises en cause dans le cadre d'une enquête, par exemple. Est-ce que M. Kennedy voudrait encore revenir et nous fournir plus d'explications sur cette question? Mais je pense Exactement. Moi, que j'aurais préféré qu'ils disent la question a les rapport partis avec mis ce en qu'il est tout à cause. fait. Voilà. Voilà. Les mises en cause qui refusent peut-être de répondre. bah, on peut pas forcer les gens à répondre. Donc, c'est ce que je disais. Moi, dans un documentaire, j'ai couru après un ministre, le ministre de la Défense, des Armées, qui refusait de répondre à nos questions. Donc, je suis allée l'attendre à la sortie d'une interview radio pour lui poser la question. Et puis, même là, face à moi, face à une caméra, il m'a envoyé ses gardes de sécurité et on n'a même pas pu, on a eu un demi-mot et on n'a même pas pu avoir la réponse. Donc, malheureusement, on fait avec nos moyens qui sont limités. On peut forcer, justement, on n'est pas la DGSI, nous. On n'est pas les services de renseignement, donc on n'arrête pas les gens pour les forcer, pour les empêcher de dormir. Et les affaiblir et ensuite réclamer qu'ils répondent à nos questions. Non, justement, nous, nos méthodes, c'est de permettre à tout le monde de s'exprimer librement. À ce sujet, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que il appartient aux journalistes, lorsqu'il a essayé d'approcher euh, les partis ou une partie mise en cause qui n'a pas voulu répondre, c'est d'écrire ou d'expliquer au lecteur comment est-ce qu'il s'est pris pour pouvoir, enfin, faire toutes ces diligences qui sont restées vaines. Donc, ça permet au lecteur de comprendre que il a été professionnel, mais la partie mise en cause ou les parties mises en cause ont refusé de réagir. Et ça protège le journaliste lui-même aussi lorsque, par exemple, enfin, la personne qui n'a pas voulu répondre, les personnes qui n'ont pas voulu répondre, essayent de lui coller un procès sur le dos. Il aura le temps d'expliquer cela devant les juridictions s'il a envoyé un mail, s'il a effectué un appel téléphonique, s'il a envoyé un courrier électronique. Il doit garder trace de toutes ces démarches qu'il a eu à effectuer auprès des parties mises en cause, de la personne mise en cause, pour expliquer, non seulement, enfin, lorsqu'il va raconter l'histoire, il doit pouvoir expliquer ces différentes démarches et au cas où il y a un procès contre lui, il est capable d'apporter la preuve que il a, il a mené des diligences, mais la partie adverse ou la partie mise en cause est de mauvaise foi et n'a pas voulu réagir. Une question d'un participant, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'éclaircir un peu la question qui dit entre une source qui accepte naïvement d'être citée. Je ne pense pas qu'une source accepte naïvement d'être citée. L'anonymat, je disais dans un récent post, n'existe pas en journalisme. Sans source, il n'y a pas de journalisme. Donc, je ne vois pas pourquoi une source, on qualifierait de naïf le fait qu'une source accepte de parler à un journaliste. Alors, je relis la question entre une source qui accepte d'être citée dans une enquête et qui a ensuite des représailles après la diffusion des résultats de l'enquête, comment gérer les conséquences post-enquête? Bah, il peut y avoir plusieurs choses, mais déjà, il faut bien expliquer aux sources qu'on interviewe ce qui va se passer, quel est notre processus, nous, comment on les protège, de quelle manière on protège leur identité en France et normalement dans l'Union européenne, il y a le secret de la protection des sources. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas, la police, les autorités ne peuvent pas, en principe, forcer, demander à des journalistes de révéler leurs sources. Euh, et donc, par exemple,
la France a enfreint ce principe-là en me plantant en garde à vue, en perquisitionnant mon domicile, puisque son objectif, c'était de connaître les sources du média Disclose pour lequel je travaille. Parce qu'il y avait dans la loi une possibilité de porter atteinte à ces sources-là. Donc, il faut mettre en place des stratégies pour effectivement le média, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que quand quelqu'un vous transmet des documents, par exemple, elle le fasse de manière sécurisée. En tout cas, c'est jamais sécurisé à 100%, mais de manière à laisser le moins de traces possible. Ensuite, pour les enquêtes sur les violences sexuelles, par exemple, il y a un certain nombre de médias qui demandent aux victimes, aux témoins, de faire une attestation. Moi, ça m'est arrivé dans quelques enquêtes de demander à des personnes qui témoignaient de manière anonyme, qui dénonçaient des faits graves, de faire une attestation écrite en disant, voilà, j'ai fait part de tels faits. C'est des attestations que nous, on va garder en lieu sûr, mais au cas où nous, en tant que médias, on est attaqué en diffamation, on pourra produire au tribunal. Mais dans ce cas-là, il faut expliquer à la personne que dans ces cas-là, son anonymat ne sera pas respecté, enfin, il sera dévoilé parce qu'il y aura une action juridique, une attaque en justice. Donc, c'est quelque chose qui est lourd, qu'il faut expliquer à la victime le pour et le contre, quoi. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Dans les affaires de violences sexuelles, souvent ça a été, enfin au moins pour les premières affaires qui ont révélé des violences sexuelles, ça a été important pour permettre d'éviter justement les procès en diffamation parce qu'on écrivait dans le papier telle personne anonyme nous a confirmé par écrit ce qu'elle affirme. Et donc ça indique à la personne qui voudrait porter plainte contre nous qu'on a des éléments très solides et que s'ils veulent vraiment aller en justice, ça risque de faire un effet boomerang contre nous. Donc je pense il faut faire très attention effectivement aux gens qui nous parlent. Il faut être très transparent et répéter plusieurs fois comment on travaille, quelles sont nos méthodes. Parce qu'effectivement, parfois les gens vous disent des choses et puis ils maîtrisent pas forcément la portée, le risque. Donc il faut prendre le temps de discuter avec les personnes, de mesurer leur degré de connaissance des lois du pays, des risques encourus, de leurs témoignages. Moi, parfois, en Égypte, j'envoyais les citations avant publication. Beaucoup de journalistes refusent de faire ça parce que c'est empiéter sur le terrain de journaliste. Pour moi, dans les situations de dictature, j'envoie systématiquement les citations que je vais garder dans le papier parce que je veux que la personne reste maître de ses propos et que voilà, si j'ai retranscrit, peut-être que dans une interview où les gens vont être très critiques, très agressifs et que ça va aller trop loin pour elle. Et si la source vous demande de modifier ses propos? Oui, je modifie. Parce que, en fait, rien ne vaut la prison. Enfin, aucune information ne mérite d'aller en prison, voire d'être tué. Donc, moi, la priorité, c'est que, effectivement, l'information la plus précise, la plus forte sorte, mais sans mettre en danger quelqu'un. Donc, je préfère que le papier soit un peu diminué, qu'il manque quelque chose. Il y a des documents qu'on ne publie pas parce que ça mettrait en danger la source. Et pourtant, ça serait beaucoup plus fort de publier tel document, etc. Mais ça identifierait la source, donc on ne le publie pas. Le curseur, il doit toujours être de ce côté-là. Il y a des documents qu'on ne publie pas, c'est ce que vous venez de dire, Madame Lavalleux, et ça rejoint la question que je m'apprêtais à poser à Conan. Cette question a été posée dans les commentaires sur ce webinaire, on dirait, dans notre groupe privé. Un participant qui voudrait savoir, est-ce que les journalistes doivent publier toutes les informations en leur possession? En lisant l'enquête de Madame Lavalleux sur les mémos de la terreur, vous disiez que, par exemple, vous aviez choisi au sein de la rédaction de ne pas citer les noms de certains militaires. Le journaliste demande, est-ce que
nous devons, en tant que journalistes, publier toutes les informations en notre possession. Je pense que en partie, Madame Laville vient d'y répondre en disant que voilà, on ne doit pas mettre à la place publique tous les documents. Mais qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Conan? Oui, ce que je veux ajouter, c'est que le journaliste ne doit pas perdre de vue quelque chose d'essentiel aussi. Dans notre domaine, on appelle ça la responsabilité du journaliste. Alors, quand on travaille pour faire des révélations ou pour informer la population, c'est vrai, la loi nous donne vraiment, je vais dire, un feu vert, mais ce feu vert-là, il y a des balises qui encadrent ce feu vert que la loi nous donne. Et quand on est en train de faire ce travail, on ne doit jamais perdre de vue cela. Donc, ça va depuis la protection des sources, mais aussi le journaliste doit pas, oui, la protection des sources en n'exposant pas sa source, mais aussi il doit faire en sorte de ne pas porter atteinte, par exemple, à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire, les questions liées à la défense, à la monnaie. Donc, il y a un certain nombre de balises posées par la loi sur la presse dans nos différents pays. Et ça répond en disant que si ces documents, enfin, les documents que la source a mis à votre disposition portent sur des questions sensibles, les questions militaires, les questions de sécurité nationale, bon, c'est de se concerter au sein de la rédaction, essayer d'analyser ensemble et si possible, contacter un juriste. Bon, les bonnes rédactions ont toujours à côté d'eux un juriste qui les aide à vraiment essayer de tamiser les documents qui peuvent, on va dire, leur causer des ennuis en les publiant. Donc, ça permet déjà de faire ce tri. Et puis, quand on fait une publication, on est sûr que on l'a fait de façon responsable, non seulement en respectant la loi, mais aussi en prenant le soin de protéger notre source. Donc, ça veut dire que le journaliste ne peut pas tout dire, même s'il a cette possibilité d'être la voix des sans-voix, mais la loi encadre son activité. Peut-être juste un truc technique aussi, de nettoyer les métadatas de vos documents. Les métadatas, donc c'est toutes les informations qui ne sont pas dans le corps du document, dans le PDF, mais qui disent par exemple qui a créé le document, à quelle date, à quelle heure. Et donc ça, si vous voulez publier un document, il faut absolument nettoyer les métadatas que vous mettez. Et donc ça, il y a des logiciels qui vous permettent de le faire. Voilà, des trucs qui s'appellent Clean Metadata. C'est assez simple. Mais voilà, ça, c'est vraiment très important. Et effectivement, nous, à Disclose, on a choisi d'effacer des noms, donc les noms des militaires, des opérationnels, des soldats égyptiens et français qui étaient, qui participaient à l'opération Sirli qu'on a révélée. Mais d'autres médias auraient pu décider que non, au nom de l'information, c'était important de donner même ces noms. Bon, nous, on a estimé que c'était pas des informations d'intérêt public, de savoir quels étaient les soldats engagés. En revanche, de savoir qui étaient les dirigeants, qui étaient les responsables, ça, c'était d'intérêt public. Parce qu'on peut leur demander des comptes. Un soldat, c'est beaucoup plus difficile de lui demander des comptes. Il obéit à des ordres et sa capacité d'action est quand même très, très limitée. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est la responsabilité de l'État. Mais d'autres médias pourraient avoir une analyse différente et la volonté que tout soit transparent. Nous, on pense, mais on a le droit d'en débattre, que dans l'état actuel de notre démocratie, il faut déjà améliorer la transparence du plus haut sommet parce on n'est pas sur les mêmes échelles de pouvoir avant de demander que tous les fonctionnaires soient exposés publiquement. La question de Amadou Bamba, est-ce qu'il y a une autorité judiciaire ou administrative à qui le journaliste a obligation de révéler sa source? La réponse est non, le journaliste ne révèle pas ses sources, ce serait une atteinte à la liberté d'informer. On va Ce aller serait rapidement. professionnel. Oui, puisqu'il y a de nombreuses questions. La question de Mamadou Diallo, journaliste guinéen,
Que faire pour minimiser les risques autour de soi-même après la publication d'une enquête troublante dans un pays en transition militaire qui est hostile à la presse indépendante comme mon pays? C'est ce qu'il écrit. Bon, moi j'ai envie de dire que la première sécurité du journaliste, c'est lui-même. Alors, on peut prendre un certain nombre de dispositions au niveau de la rédaction ou même lorsque l'État décide de mettre, on va dire, des services de sécurité à votre disposition. Mais si vous-même, vous ne prenez pas conscience du danger que vous courez et que vous, vous ne menez pas une vie avec une certaine rigueur, c'est sûr que vous vous exposez à toutes sortes de dangers. Ça peut être une agression physique. Chez nous, on parle de plus en plus d'empoisonnement, euh, des kidnappings, et ainsi de suite. Donc, quand on fait de l'investigation, ça nous demande une certaine rigueur. Ariane l'avait dit, et on ne doit jamais perdre de vue cette rigueur-là, que ce soit lorsque vous partez rencontrer une source, lorsque vous quittez un point A à un point B, ou lorsque vous allez même sur le lieu d'une enquête. Vraiment, il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Il faut évaluer tous les risques qui se présentent. Et en le faisant déjà, vous êtes vous-même le premier acteur de votre sécurité. Maintenant, on ne peut pas tout cerner. Il y a forcément des aspects qui nous échappent. Et quand cela arrive, je pense que voilà pourquoi souvent, quand on va dans certains endroits où c'est potentiellement dangereux, il faut prendre toujours le soin d'informer un collaborateur ou le lieu où on va, on prend la peine d'informer les autorités sécuritaires locales de la place pour dire que, voilà, un peu comme pas une allégeance, mais vous faites une présentation pour dire je suis à tel endroit pour venir mener une enquête sans donner les détails. Donc, au cas où vous rencontrez un danger, vous avez la possibilité d'avertir ou de tenir informé ces forces de sécurité qui pourront venir vous secourir. Mais le premier acteur de la sécurité du journaliste, c'est d'abord lui-même à travers les précautions qu'il prend pour pouvoir échapper à tous les pièges qu'on lui tend. Moi, je dirais que je dis jamais je fais une enquête sur. Je dis toujours je suis en reportage dans le cadre d'un article sur telle région, mais je dis jamais le mot enquête parce que tout de suite, en général, les gens sont suspicieux. Donc, je pense il faut pas mentir, mais on n'est pas obligé de révéler tout. Voilà. Nous avons excédé le temps imparti pour ce webinaire, mais je remarque que dans la boîte de chat, il y a énormément de questions et je crains que nous ne puissions répondre à toutes ces questions avant même 30 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Noël Conan a prévu un diapo pour les participants et c'était prévu que vers la fin, qu'ils puissent partager avec les confrères ce qu'il a préparé pour eux. Mais Madame Lavilleux, est-ce que ça vous dit de regarder une ou deux questions essentielles pour vous peut-être dans la boîte de chat et d'y répondre et qu'après Monsieur Conan puisse continuer avec le slide Oui, peut-être. Alors, comment fait-on pour contrer, faire comprendre à certains collègues qui se mettent contre nous et nos révélations? Euh, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais effectivement, il y aura toujours des critiques dans la presse, dans nos révélations. Je pense qu'il faut pas perdre de temps avec ça. Nos ennemis, c'est pas, enfin nos ennemis, nos adversaires, c'est pas la presse. Enfin, en tout cas. C'est pas des journalistes dans des rédactions qui font de l'information. Il y a tout un tas de médias en France en particulier dont l'objectif est de propager des fausses informations et de nuire à la démocratie parce qu'ils ont un agenda et un agenda d'extrême droite notamment. Bon, mis à part ces médias-là, mais en même temps on peut pas faire grand-chose contre ça. Je pense qu'il faut pas perdre du temps à polémiquer, à rentrer dans la polémique avec des journalistes qui nous voudraient du mal. Il faut rester solide sur ses appuis et expliquer notre méthode. Le public, c'est les citoyens, les citoyennes qui lisent nos enquêtes. Donc, expliquer comment on a travaillé, qu'est-ce qu'on a démontré, réexpliquer voilà l'enquête. C'est peut-être que s'il y a autant de critiques, c'est qu'on n'a pas été assez clair dans la formulation, etc. Mais on n'est pas, faut pas se prendre pour des chevaliers blancs. Donc,
Il faut être humble dans l'explication de nos enquêtes. Et comment on fait quand on n'a pas les financements? Il faut se tourner vers des médias. Quand on est un journaliste, une journaliste indépendante, c'est très difficile de faire de l'enquête seule. Même moi, quand j'étais indépendante, j'étais toujours en coopération avec d'autres journalistes. Donc, je m'alliais avec d'autres journalistes indépendants et on allait voir un média et on leur disait, bah voilà, on a ça, on a cette information, on a cette enquête, est-ce que vous l'achetez ou pas? Mais je pense que c'est une erreur de faire de l'enquête seule, parce qu'on réfléchit mal seul, on a besoin de plusieurs points de vue, et un média aura les assises pour vous accompagner éditorialement, financièrement et juridiquement. Donc moi je pense qu'il ne faut pas publier comme ça des enquêtes hors média et donc proposer à disclose. Et ça, c'est ma toute dernière question pour vous, Madame Lavrilleux. Comment enquêter sur les opérations menées par les services de renseignement? Je pense que c'est pas du tout facile, Madame Lavrilleux. Bah, ça peut être de la chance, hein. C'est de la chance. Et en fait, il faut sortir une première histoire. Voilà. Disclose a été le premier média à révéler que des armes servaient au Yémen contre des civils. Et ensuite, bah, des gens vous contactent. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que me disaient des journalistes allemands aussi, qui ont commencé à faire des petites révélations sur l'industrie de l'armement. Et ensuite, ils ont reçu des mails, en fait. Donc, la meilleure réponse, c'est de commencer et ensuite, les gens vont venir vers vous parce qu'ils voient que vous avez une méthode de travail sérieuse et que vous avez effectivement peut-être un peu de courage de vous attaquer à des sujets auxquels personne ne s'est attaqué avant. Donc, il faut commencer. Mais en fait, je pense il faut pas penser à l'inverse. On ne dit pas, tiens, je vais enquêter sur les services de renseignement. Ça va être des choses plutôt quelque chose dans la loi, quelque chose de publiquement accessible qui va vous interroger, que vous allez trouver problématique, vous allez enquêter, vous allez rencontrer des sources, je sais pas, dans des salons, etc. Et petit à petit, vous allez construire un réseau qui va faire que vous allez avoir des informations. Mais je pense qu'il faut... Enfin, je trouve ça bizarre de se penser, tiens, je vais m'attaquer à l'État ou je vais m'attaquer à tel service. Partez de la base, en fait. On ne s'attaque pas à des gens, on essaye de faire émerger des injustices, donc de ce que vous disent les gens du terrain. Merci, Madame Lavrilleux, pour cette expérience, pour ce partage riche et intéressant, passionnant, utile à la fois. Merci. Je pense que nous avons excédé, comme je l'ai dit tantôt, l'heure de ce webinaire. C'est plus 45 minutes là, ça fait 15 minutes de plus. Nouvelle commande, je te laisse décider. Le temps est suffisant. Qu'est-ce Mais qu'on fait? peut-être que tu peux partager une ou deux slides, ou alors je sais pas, ou après. D'accord. En fait, c'est pratiquement ce qu'on s'est dit, mais je pourrais soit l'envoyer directement au modérateur qui pourra ensuite le mettre à disposition des différents participants. J'essaie de le partager. Attends, il faut que je vous Ah oui, nomme c'est vrai. Donc, si, chargé. Je pense ce que que là, je c'est parfait. propose, oui, ce que je propose est, ce qu'on a fait ici, c'est des partages d'expérience. C'est pas des cours théoriques, c'est plus des partages d'expérience. Et dans le slide, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais en prenant un peu nos réalités au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais bon, si ça peut aider les différents participants, il n'y a aucun problème. Voilà, partager. Donc, voici ma présentation que j'avais prévue. Euh, j'ai, voilà, j'ai dit pour répondre à cette question, il fallait définir certaines notions, en l'occurrence tenir responsable, le gouvernement et puis le journalisme. Et puis après cela, je dis que doit faire le journaliste afin que les dirigeants rendent compte au peuple. Parce que effectivement, tout ce qu'on fait, on le fait pour l'intérêt général, pas pour des particuliers. On le fait, c'est un service d'intérêt général.
Alors, le journaliste lui-même, il doit être un modèle pour la société. Donc, j'ai dit un peu les qualités que doit avoir le journaliste. Et ensuite, il doit savoir utiliser à bon escient les moyens juridiques que la loi met à sa disposition. Alors, dans la plupart de nos constitutions, il y a des engagements que prennent nos chefs d'État pour dire qu'ils s'engagent à être transparents, à rendre compte au peuple. Et c'est sur ces propos-là que le journaliste doit surfer pour, quand il va vers les dirigeants pour leur demander des comptes, pour dire, voilà, à telle époque ou dans la Constitution, vous avez dit cela. Au nom de vos engagements, qu'est-ce que vous dites par rapport à votre gouvernance? Et il y a la loi sur la presse aussi qui donne vraiment un certain nombre de droits aux journalistes dans la réalisation de son travail. Et il y a la loi d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Le journaliste doit pouvoir exploiter à bon escient cette disposition légale. Il y a une loi aussi très importante qui est relative à la déclaration des patrimoines. Alors, toutes les autorités qui gèrent, je vais dire, une partie de nos pouvoirs, la loi leur fait obligation de déclarer leur patrimoine avant et après la fin de leur mandat, enfin de leur, oui, mandat, c'est ça. Il y a aussi une ordonnance très importante, je crois, la plupart des États ont pris, elle est relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. C'est des lois dans lesquelles les médias, le législateur dit que les médias ont un rôle très important à jouer dans la prévention et la lutte contre la corruption. Au niveau international, il en est de même. La Convention de l'Union africaine a pris aussi une loi dans ce sens-là où les différents chefs d'État africains se sont engagés à rendre compte, à gérer les affaires publiques et les biens publics de façon transparente. Et il en est de même pour la Convention des Nations Unies contre la corruption. Alors, je fais référence à ces dispositions parce que c'est des outils sur lesquels le journaliste peut s'appuyer lorsqu'il mène son travail. Je l'ai dit, nous ne sommes pas des super policiers ou des super flics, mais nous devons être très stratégiques dans notre travail. Donc, il faut toujours prendre au mot les dirigeants, les décideurs, à travers ce que eux-mêmes ils disent ou à travers ce que la loi leur donne comme pouvoir. Et puis, l'autre aspect important, le journaliste doit s'intéresser aux actes et décisions des dirigeants, à leur gestion des deniers publics. Parce que si on n'est pas regardant sur les actes que posent ces dirigeants, on ne pourra jamais, comment on dit ça même, leur demander des comptes. Donc, le journaliste, il doit être constamment en éveil sur les propos tenus, les actions menées par ces dirigeants-là. C'est à ce prix-là qu'il peut les prendre au mot. Ensuite, quand tu as ces informations, c'est de publier des enquêtes sur ces gestions-là. Donc, le journaliste, comme je l'ai dit, sa mission, c'est d'informer l'opinion publique. C'est une mission, je vais dire, d'intérêt général. Il ne le fait pas pour le patron de la rédaction, il ne le fait pas pour un dirigeant, mais il le fait pour le peuple qui a besoin d'être informé, d'être éduqué. L'autre aspect, c'est de faire une bonne communication. On l'a dit, pour qu'une enquête ait un impact, le journaliste doit mettre en place une stratégie avant et après la publication de l'enquête. Et l'autre aspect important aussi, c'est de travailler en complémentarité ou en synergie avec les ONG et l'opinion publique. Ça aussi, quand vous publiez une enquête il y a des ONG qui prennent le relais, il y a l'opinion publique qui est informée de l'enquête et qui commence à demander des comptes, les dirigeants n'ont pas d'autre choix que de venir sur la place publique pour s'expliquer. Et la nécessité, je termine par là, la nécessité pour la justice et le Parlement de prendre le relais, y compris les partis politiques. Parce que quand on est dans un système démocratique, il y a ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Le journaliste, c'est vrai, il fait son travail d'enquête et il essaye d'informer l'opinion publique sur les agissements des politiques, mais ça ne suffit pas. Une fois il a fait ce travail, il appartient à la justice de prendre le relais. Par exemple, en menant des poursuites pénales contre les auteurs des faits avérés, il appartient aussi au Parlement de convoquer ses représentants, je vais dire ses dirigeants-là, au Parlement pour leur poser des questions, faire ce qu'on appelle une enquête parlementaire. Donc, voilà un peu comment est-ce que les choses doivent fonctionner pour que ces dirigeants-là ne pensent pas qu'ils sont au-dessus de la loi et que tout le monde doit leur faire allégeance. Ils doivent rendre compte au peuple parce qu'ils travaillent pour le peuple, voilà, pas pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà un peu la présentation que j'avais prévu faire. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Conan. Je pense que nous allons devoir nous arrêter ici. Il y a des questions intéressantes qui sont dans la boîte de chat. Encore une fois, n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai le plaisir de les renvoyer aux panélistes, aux intervenants. Et ils sont disponibles. Ils vous répondront certainement. Nous avons le forum Pamela Award Diginet qui rassemble aujourd'hui plus de 3500 journalistes francophones du monde entier. C'est une plateforme pour discuter de notre métier, de son avant-plan, de son avenir, de ses transformations, des mutations, des tendances qui ont cours dans cette belle profession qu'est le journalisme. Alors, n'hésitez pas à simuler les conversations autour du journalisme dans ce groupe privé-là. Merci encore une fois, Madame Lavoulé et Monsieur Conan, pour votre disponibilité pour cet échange qui a été riche, pour ce webinaire très intéressant. Et vous le voyez vous-même, il y a de nombreuses questions. On peut rester ici encore jusqu'à 1 heure, 2 heures, mais on va devoir s'arrêter ici et continuer, peut-être prévoir une autre rencontre, un autre rendez-vous, peut-être sur l'aspect d'une formation et non plus voilà, des échanges, parce qu'on a tellement de questions qui peuvent donner lieu à une session de formation sur le journalisme d'enquête ou tout simplement comment demander des comptes à nos gouvernements. Merci encore une fois. Je ne sais pas si vous voudriez peut-être dire un ou deux choses avant qu'on ne termine, mais pour moi, je pense qu'on va devoir s'arrêter ici. Mais je vous donne encore la parole peut-être plus. Non, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai l'impression qu'effectivement, il faudrait 1 heure de plus pour répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, vous avez de la chance, il y a énormément de ressources en ligne sur votre site de la fédération. Il y en a aussi sur GIGN, Global Investigative Journalism Network. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de Disclose parce qu'on donne à chaque enquête, on explique comment on a travaillé. Donc, il y a des techniques, ce dont je vous parlais sur l'accès à l'information, voilà, sur comment on va chercher l'information. Et si vous voulez vous lancer là-dedans, abonnez-vous parce que vous aurez aussi un petit peu le making of. Voilà, merci beaucoup et puis bonnes futures enquêtes et qui vont faire du bien à vos pays respectifs. Merci. Alors moi, je voulais vous dire merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée pour pouvoir échanger autour de cette thématique. Et j'ai pris du plaisir à pouvoir échanger. Et j'ai laissé aussi mon mail aux autres confrères qui souhaiteraient après échanger. Donc, je reste disponible. Et puis, comme je l'ai dit, on travaille en réseau et c'est en travaillant en synergie que nous pouvons donner de la voix. Donc, j'encourage vivement les autres confrères à travailler dans cet esprit-là. Et c'est comme ça qu'on pourra impacter positivement notre monde. Merci. Je n'ai pas une pub, Madame l'a voulu, mais je me suis abonné à la newsletter de Disclose après l'harcèlement judiciaire dont vous avez été victime. Merci encore à tous les confrères aussi qui nous ont suivis depuis, ça fait déjà 1h12. Merci encore une fois. Au revoir, bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée ou bon début de journée pour ceux qui voient le soleil se lever dans le pays. Au revoir et à une prochaine pour voilà, d'intéressantes discussions autour de ce métier qui nous passionne tant. Au revoir et à la prochaine.